Moi, ici, j'aimerais aborder la question de la positionnalité, qui est la question un peu qui nous a amenés ici. J'aimerais l'aborder un peu par la bande, au sens figuré. Bon, si on retourne aux propositions d'Alcoff et Sanson dans l'énoncé initial du colloque, l'enjeu central qui soulève, c'est le rapport qui existe entre médium puis identité dans les récits autobiographiques et documentaires. Pour résumer un peu la position, c'est que si la littérature permet la construction d'un «je» qui serait suffisamment abstrait pour permettre aux lecteurs de s'y identifier, indépendamment de leur propre positionnalité et de celle de l'auteur, dans le cas de la bande dessinée, la présence de l'image forcerait la concrétisation de la positionnalité de l'auteur. Et moi, à ce point-ci, je détecte un certain parti pris en fait en faveur de la spécificité des médias. Donc, l'idée que le langage et l'image ne permettraient pas d'exprimer les mêmes contenus. Si je suis ici, c'est peut-être pour vous emmener sur un peu comme Nancy le mentionnait, l'importance de l'intermédialité, peut-être comment est-ce qu'on peut penser un jeu intermédial. Donc, pour examiner le rapport entre médias et positionnalité, je vais sortir du cadre spécifique de la bande dessinée pour plutôt considérer des récits texte-image qui impliquent la photographie. Donc, si le dessin impliquerait une positionnalité concrète, en suivant Sanson et Alcoff, la photographie impliquerait une forme qui est encore plus précise, étant donné le rapport présumé, indexical du médium face au monde. Donc, en fait, j'espère qu'en étirant l'élastique du champ des possibles de la narration visuelle, on pourrait mieux comprendre, mieux saisir les nuances de la question « qui parle ?» dans un contexte illustré. L'artiste canadien qui est au cœur de ma conférence, Edward Hillel, travaille principalement en photographie, mais place également ce médium en rapport avec l'écrit et le dessin. Son approche est à la base documentaire autobiographique, se distingue par sa polyphonie et ses multiples positionnalités à travers son exploration de l'expérience immigrante. Mais avant de plus nous avancer dans les détails, campons un peu les termes du problème. Si on revient sur le concept de première personne troisième de Bruce Mutter, on peut facilement l'illustrer à l'aide de récits très populaires comme par exemple soit le Persépolis de Marjane Satrapi, le Paul de Michel Rabagliati ou la Amère saison d'Étienne Schrader. Dans ce genre de récit, le « je » de l'auteur réel est réalisé de deux manières différentes. Premièrement, par la narration textuelle, l'espèce de voix off à la première personne, puis deuxièmement, par le personnage avatar dessiné, la personne troisième. Quand l'avatar est présenté comme une copie identique ou remaniée, que ce soit chez Satrapi où on colle l'identité de Marjane du dessin et Marjane de l'auteur, ou dans le cas de Paul où Paul est une version remaniée de Michel Rabagliati, dans les deux cas, on fait une association à l'auteur. On n'a pas toujours le point de vue subjectif du personnage, autrement dit, qu'est-ce que ses yeux voient, mais c'est pas exclu non plus. C'est suggéré ici stylistiquement dans la planche de Paul, mais dans Amère saison d'Étienne Schrader, on peut voir justement ce point de vue subjectif par des vues comme des vues en contre-plongée, qui sont possibles seulement quand on est en bas du mur. La correspondance entre l'auteur et le personnage avatar permet évidemment des effets de métanarrativité, comme c'est le cas chez Gottlieb dans Ralovli ou chez Art Spiegelman dans Maus. Les avatars sont des dessinateurs de la bande dessinée dans laquelle même ils se trouvent. Cependant, lorsque le médium photographique s'immisce dans une bande dessinée comme Maus, il change profondément le ton du récit et la correspondance avatar-auteur prend un ton plus sérieux. L'avatar dessiné d'Art Spiegelman se situe en fait à quelques niveaux de réalité de distance de la photographie de Vladek. Et cette considération de la photographie comme preuve absolue, comme trace directe de la réalité, est en phase avec la compréhension quotidienne du médium à laquelle nous souscrivons tous plus ou moins selon le cas, selon les jours. Vladek est une positionnalité absolue. Il est une singularisation totale. Mais Spiegelman, en fait, n'accorde pas de « je » à celui ou à celle qui a fait la photographie. On a donc ici un cas de positionnalité visible dans la photo de Vladek, mais on n'a pas d'informations sur le photographe. À la différence du dessinateur qui peut imager son propre dos, on comprend le photographe en fait comme étant caché derrière son objectif. Donc un photographe, c'est toujours quelqu'un qui est en arrière d'une caméra. Ça prend un autre photographe ou ça prend un miroir si on veut projeter son « je ».
dans le photographe de Didier Lefebvre lui-même est représenté à la fois par des dessins, comme on le voit à droite, mais aussi par des autoportraits photographiques, comme on le voit à gauche. Il y a également une suggestion de la photographie comme point de vue sans positionnalité. Le photographe serait un œil. Ces images seraient des vues objectives, comme le sont les dessins, et pourraient être aussi des vues subjectives qui nous permettent de voir à sa place. Donc les photos, surtout les photos documentaires ici, ne parlent pas. Par contre, dans un cas comme le Bloody Mary de Jean Teulé et Jean Vautrin, c'est précisément l'instabilité de l'espace intermédial entre dessin et photographie, entre objectivité et subjectivité, entre positionnalité et interchangeabilité des personnages qui est mis en évidence de manière dramatique. La rupture des codes entre la photographie et le dessin fait en fait ici écho à la violence du propos. Et si on revient un peu peut-être à la vieille querelle du ut pictura poesis entre l'image et le texte, finalement on se rend compte que l'image et le texte sont beaucoup plus compatibles entre eux, mais on pourrait supposer peut-être que des fois la photographie et le dessin ont encore des comptes à régler l'un avec les autres. Si on veut essayer de faire parler une photographie avec un jeu, on peut commencer avec les moyens de la littérature, comme dans la Suite vénitienne, la française Sophicale. Donc, c'est une performance photographique et littéraire. Sophicale a photographié et suivi un inconnu rencontré au hasard de ses voyages. Elle relate la poursuite en combinant d'un côté la narration des événements des photos qui ont été prises en cours de route. Du moins, c'est ce qui est suggéré parce que l'œuvre se plaît à jouer avec les attentes de détails concrets de son public. La photographe demeure invisible. Il n'y a pas d'avatar. On présume qu'elle est derrière la caméra, mais on n'en a pas non plus l'assurance. Si on continue avec la juxtaposition texte-image, on peut créer autant des effets de fiction que des effets de réel, comme chez l'Américain Dwayne Michaels, qui présente ce portrait d'un couple à la première personne. Et je vais lire rapidement. Le texte commence en disant « This photograph is my proof that there was once... » blablabla. Autrement dit, cette photographie est ma preuve qu'il y a déjà eu un jour un moment heureux dans la relation entre moi et elle. Mais Dwayne Michaels n'est pas représenté dans cette photographie. Il n'est pas l'avatar de l'homme. Cependant, le texte est écrit au jeu comme si c'était celui de l'homme de la photo qui se remémore la relation de couple. Autrement dit, finalement, où est le photographe? Mais le photographe, il peut être, s'il est toujours derrière l'appareil, il peut se représenter lui-même par son ombre portée, comme le fait Lee Friedlander. Cette manière va indiquer sa positionnalité, mais n'indiquera pas son appareil. Par contre, Cindy Sherman, américaine comme Friedlander, est réellement devant l'appareil. Alors là, on se pose la question, si elle est la photographe, qui est derrière la caméra? Et est-ce que le photographe, le concept du photographe devient une fiction comme celle du personnage qu'elle incarne? Autrement dit, qui parle dans une image photographique? Pour un Canadien comme John Max, les images parlent d'elles-mêmes en nous interpellant à travers le quatrième mur du plan focal. Le photographe et son public deviennent une même fiction, ici, celle d'un individu qui est blâmé pour ses fautes. Le « je » du photographe, ça pourrait être moi. C'est peut-être pour pallier à toutes sortes d'incertitudes qu'un mode favori des créateurs sur YouTube est les vidéos solo avec le selfie stick. C'est une garantie que la personne qui parle est également la personne qui tient l'appareil, qui est aussi la personne photographiée, que le jeu de l'image est le jeu de l'auteur et pour lequel on peut analyser l'entièreté de sa positionnalité. Mais c'est une fantaisie de monophonie, parce qu'en fait, on oblitère les intermédiaires comme les monteurs, la plateforme de diffusion, qui même lorsqu'il s'agit de la même personne, se conçoit comme étant un jeu séparé. On va parfois avoir des interjections en plein milieu de vidéo, du genre voici ici Tom Scott du futur qui va intervenir sur la vidéo qui a tourné auparavant. Autrement dit, on a une fiction, une ambition de pouvoir fusionner un jeu et sa représentation et sa positionnalité. Par contre, c'est justement parce qu'il illustre une polyphonie des jeux que je m'intéresse au travail d'Edward Hillel. Hillel est né en Irak de parents juifs. Il a vécu de l'enfance jusqu'à l'âge adulte à Montréal, avant qu'une carrière internationale l'emmène à habiter en Europe et aux États-Unis. Le creuset de son œuvre se situe le long du boulevard Saint-Laurent, l'artère culturelle de Montréal, la Maine. Donc, la communauté juive montréalaise est centrale au travail de Hillel.
Parmi ses premières contributions imprimées, on a l'ouvrage Les pierres qui parlent, dont on voit ici un extrait, qui porte sur la longue durée de l'histoire juive montréalaise. Les photographies ici sont avant tout documentaires, illustrent le texte, mais le rôle de Hillel n'est pas celui d'un simple enlumineur, comme il a aussi interviewé ses sujets. Les différentes voix dans le texte sont distinguées de manière typographique. Ici, les auteurs de l'ouvrage sont dans le corps et les interviews, comme celle du poète Irving Layton, sont en retrait au format citation. La photographie est donc présentée ici comme transparente. C'est le jeu de Layton dans toute sa spécificité qui est exprimée par la photo et par le texte. On va avoir d'autres photos plus documentaires, comme celle du Monument national ou du parc Jeanne-Mance, qui vont évoquer l'espace physique habité. On a donc un photographe plutôt anonyme. Par contre, il a aussi publié les mêmes photos en 1987 sous son propre nom, en tant qu'auteur et photographe, dans le livre The Main, publié en 1987. C'est un livre qui pourrait se rapporter au genre du travelogue, cette relation illustrée d'un voyage dans des contrées lointaines auquel Sophie Calle fait également écho. Mais ici, la contrée est locale et le voyage se fait à la maison. Ayant travaillé dans divers projets communautaires au fil des ans, comme la sauvegarde du quartier Milton Park, il a tissé des racines autour de la Maine. Son portrait sur la jaquette le présente à la manière d'un auteur littéraire. Rares sont les photographes qui se montrent dans leurs propres ouvrages. La préface est également signée de Hugh McLennan, qui évidemment commente sur l'idée des deux solitudes à Montréal. Donc, The Main est une série de vignettes photographiques, de petites ellipses de la vie, qui montrent différentes personnes immigrantes, la plupart du temps accompagnées de courts textes, mais parfois sans, comme c'est le cas ici, on a une simple légende, Man in a Pizza Shop, Pine Avenue. Si on y retrouve notre ami Irving Layton, on le voit ici dans une pose différente dans Les pierres qui parlent, mais il est accompagné du même texte. Autrement dit, son jeu n'a pas changé, mais ici, il n'est pas préfacé par la voix d'un autre auteur qu'il situerait comme un poète majeur. Les sujets de Hillel parlent d'eux-mêmes, un peu à la manière du cinéma direct de l'ONF. Par contre, ce n'est pas au lecteur qu'ils parlent, comme ils le font dans Les pierres qui parlent, mais bien ici à Hillel, puisqu'il les interviewe. Donc ici, c'est M. Chaim Kramer qui confie aux photographes les difficultés respectives des première, deuxième et troisième générations d'immigrants. Ou un mécanicien lusophone qui raconte son passé en Angola, sa participation forcée à la guerre civile, qu'on peut résumer par Now I don't kill for anybody. Ou ce portrait d'un organisateur communautaire qui accompagne les commentaires sur les liens qu'unissent les gens qui proviennent de différents horizons culturels. Autrement dit, son expression amène reflète la présence du photographe, un peu comme le fait l'ombre de Lee Friedlander. Le « nous » immigrant que le sujet évoque ici inclut également Hillel le photographe. Si briser le quatrième mur en bande dessinée est une fiction formelle, en photographie documentaire, on peut aussi supposer que le sujet qui regarde la caméra regarde le photographe en plus de regarder le lecteur éventuel. Hillel intervient parfois à la première personne, comme lorsqu'il raconte ses déboires pour faire réparer ses souliers chez un cordonnier distrait qui lui raconte sa propre histoire de famille. Il tient dans ses mains des photos de famille parce qu'il tient à ce qu'il l'accompagne alors qu'il se fait tirer le portrait. Ces photos, comme ces paroles citées et le contexte donné par Hillel complètent la définition de qui est le cordonnier. Autrement dit, pas simplement un individu, mais une personne qui existe au milieu d'un tissu de rapports sociaux, d'une multiplicité de jeux et d'une multiplicité de médias que la photographie et le texte ensemble aident à cerner. Autrement dit, qui donc parle quand ici le cordonnier parle, si ce n'est ce tissu plus que l'individu ou l'auteur? Les premières, deuxième et troisième personnes y sont conjuguées. Et s'il y a quelqu'un dans The Main qui regarde le lecteur directement dans les yeux à partir de sa positionnalité, c'est sûrement Lucien Sioui. De descendance huronne, il a été baptisé contre son gré et ses parents ont été envoyés sur une réserve. Il indique le paradoxe qu'il était déjà Canadien avant tout le monde, mais sa positionnalité est invisible. L'intérieur de sa maison est tout à fait typique des maisons montréalaises. Le lecteur naïf cherchera en vain des traces typiques de culture autochtone. Finalement, une dernière stratégie employée par Hillel dans The Main pour distinguer son jeu de sa positionnalité se trouve dans l'histoire qu'il raconte à la troisième personne de son immigration. Il raconte ici l'histoire de ce petit garçon, cet autre qui a quitté l'Irak
et qu'il présente à la troisième personne, comme il le fait finalement comme son propre portrait sur la jaquette du livre. Ce qui nous ramène à notre point de départ. Le récit autobiographique dessiné, son rapport à la troisième personne et sa présentation de la positionnalité. Ce que j'essayais de montrer ici, de signaler de manière comparative, intermédiaire et oblique, à travers les différents usages de la photographie, ce sont différentes manières de présenter le je et la positionnalité, et surtout comment celles-ci pouvaient être parfois distinctes et parfois conjointes. Donc, même si la photographie est présumée comme un médium concret, comme un médium, entre guillemets, indexical, les photographes ont en fait usage de beaucoup de stratégies pour se représenter tant de manière concrète que de manière abstraite. Qui parle dans un récit photographique, même autobiographique, peut être une pluralité de voix, et ces stratégies sont à la disposition des dessinateurs également, car ce sont des stratégies de l'image. Donc, je ne veux pas non plus élaborer davantage sur la pratique d'Edward Hillel, mais je vais conclure en pointant rapidement en direction de quelques œuvres où le texte, le dessin et la photographie s'intègrent, comme ici dans Journée valenciennoise, où les extraits de son journal intime en corps de texte alternent avec les portraits photographiés et les croquis de ces portraits, puis vous pouvez même détecter un auto-croquis du photographe en action avec la caméra sur son trépied, juste en bas à gauche sur la page de gauche. Il y a aussi ce projet Coming Soon sur la post-industrialité à Manchester, qui combine les vues classiques de lieux et d'objets avec une panoplie de croquis retravaillés et apprêtés. Je collabore évidemment présentement avec Edward Hillel sur une nouvelle édition du livre de Maine, et ces rapports entre photographie et croquis sont au cœur de notre démarche éditoriale commune. Donc, pour terminer, autant la photographie peut cultiver la subjectivité pour permettre la construction d'un jeu qui soit invisible ou imaginaire, auquel le lecteur peut s'identifier, autant elle peut impliquer une auto-représentation, même dans sa forme documentaire la plus classique, factuelle et objective, comme le portrait de Vladek. Pour capturer ces studios de musiciens pionniers de la techno à Détroit, il fallait être là.